Au cours des 2 après-midi de webinaire TechPort, les exposés ont illustré les défis des bâtiments porcins, en particulier en termes de bien-être animal et d'impacts environnementaux, les solutions techniques existantes et restant à concevoir et les coûts. Notre exposé se propose de revenir plus précisément sur les surcoûts que générera la transformation des modes d'élevage et sur les différentes voies pour les prendre en charge. L'exposé comprend 3 parties. Je vous présenterai d'abord une estimation des surcoûts de production liés à certaines mesures de bien-être animal, ainsi que les voies de financement possibles de ces surcoûts. Puis, Valérie Diot évaluera la faisabilité de certaines de ces voies au regard des déterminants de choix et critères d'achat des consommateurs et de la place qu'ils accordent aux attributs éthiques. Pour l'évaluation des surcoûts et du besoin d'investissement, prenons 2 exemples. La mise en place de cases liberté en maternité et l'augmentation de la surface par porc en engraissement. Le différentiel de coût à neuf par place de maternité entre une case bloquée classique et une case liberté s'élève à environ 1 600 €, soit un surcoût d'environ 1 € par porc produit ou 1,1 centime d'euro par kilo de carcasse. Mais pour transformer les maternités existantes de cases bloquées à cases libres, le besoin d'investissement pour une ferme type de 250 de truies, conduite en 7 bandes de 36 truies, dépasse les 300 000 €. Cela comprend la construction à neuf de 24 places liberté, du fait de l'augmentation de la surface par case, pour un coût unitaire de 6 400 € et la transformation de 48 places pour un coût unitaire 2 fois moindre. Ramené à la truie en production, l'investissement est de 1 220 €, soit 95 € par truie et par an d'annuité sur 15 ans à 2% ou 3,5 € par porc produit pour une productivité de 27 porcs par truie en production. Ramené à la ferme France, le besoin d'investissement pour passer en truie libre en maternité s'élève à environ 1 milliard d'euros. En engraissement, par rapport à 0,7 m², une place de 1 m² génère un surcoût de 2,5 à 4,1 centimes d'euros par kilo de carcasse. Mais, là encore, pour un bâtiment existant, le passage de 0,7 m² à 1 m² par place génère un besoin d'investissement de 300 € par place, soit 24 € d'annuité ou 8 € en plus par porc produit. À l'échelle de la ferme France, le besoin d'investissement pour agrandir les 8 millions de places d'engraissement est évalué à environ 2,5 milliards d'euros. Ces surcoûts sont à confronter au coût de revient moyen d'un kilo de carcasse qui s'élève à 1,41 € sur 2015-2019. L'aliment représente 60-65% du coût total, les amortissements 10% et le travail 9%. Une augmentation, disons, de 3 centimes d'euros de kilo carcasse représente donc une augmentation de 2% du coût de revient et consomme ainsi une bonne partie du résultat net, la différence entre prix perçu et coût de revient, qui représente, lui, environ 4-5% du coût de revient. Pour amortir ces surcoûts, un gain de 0,5 porcelets par portée ou une réduction de 0,1 point de lycée améliore la marge sur coût alimentaire de 3 et 2 € par porc respectivement. Alors, comment financer la transformation des élevages? L'argent ne tombant pas du ciel et ne poussant pas encore, 2 voies sont envisageables et mises en œuvre. Faire payer les consommateurs pour leurs exigences en augmentant les prix à la consommation, soit globalement par des taxes, soit de manière plus ciblée par une segmentation du marché, ou faire payer tous les contribuables à travers une réorientation des aides publiques de la PAC ou du plan de relance national. Concernant la segmentation du marché, différents sondages réalisés ces dernières années mettent en évidence une demande forte d'information des consommateurs français sur le mode d'élevage et le bien-être animal, mais un consentement à payer beaucoup moins fort. Par exemple, d'après le sondage réalisé par IFOP sur le compte du Lit Ouesterel en 2018 auprès de 1003 personnes représentatives de la population française, 84% des Français se déclarent favorables à la mise en place d'un label bien-être, mais seulement 64% se disent prêts à payer plus cher. Lorsqu'ils achètent du jambon, les Français se disent attentifs à, en premier, le prix, en deuxième, l'origine
Et en troisième, la date limite de consommation. Le mode d'élevage arrive en 10e position sur les 13 critères proposés. Il est cité par une personne sur 8. D'après un autre sondage réalisé par l'INSEE pour le Conseil national de l'alimentation, auprès d'un échantillon de 3732 répondants redressés pour être représentatifs, 92% des sondés se disent là aussi intéressés, voire très intéressés par la mise en place d'un étiquetage du mode d'élevage sur la viande. Mais 54% seulement se disent prêts à payer plus cher pour cela. Concernant ces étiquetages, après la création de labels étiquetant uniquement les produits mieux-disants, comme Beterleven aux Pays-Bas, Fürmertierschutz en Allemagne, Bedrede du Revelfer au Danemark, se développent ces dernières années des étiquetages généraux du mode de production. En Allemagne, depuis avril 2019, les distributeurs Aldi, Edeka, Lidl, etc. se sont engagés à étiqueter la viande fraîche de porc, volaille et bœuf vendue en libre service selon le mode de production avec un label uniforme à 4 niveaux, le Haltungsform, littéralement mode d'élevage. Cet étiquetage unique vise à améliorer la lisibilité pour le consommateur. Il ne crée pas de nouveaux cahiers des charges, mais s'appuie sur ceux existants. En France, Casino, en partenariat avec différentes ONG de bien-être animal, a créé un référentiel, puis une étiquette bien-être animal commercialisée pour le poulet. En Italie, des ONG et un parti politique ont déposé cette année une proposition de loi pour un étiquetage des produits de porc selon le mode d'élevage. Enfin, à l'échelle européenne, les ONG font du lobbying pour un étiquetage obligatoire du mode d'élevage et l'Allemagne a affiché sa volonté de porter ce dossier pendant sa présidence du Conseil de l'Union européenne. Autre voie, taxer les produits animaux, c'est en discussion en Allemagne. Dans un rapport paru en août 2020, la commission Borchert, nommée par la ministre de l'Agriculture en février 2019 pour repenser l'élevage, a étudié 3 options de financement de la transformation attendue des élevages. Première voie, augmenter la TVA sur les produits animaux de 7% le taux réduit actuel à 19% le taux normal. Cette solution a été écartée car elle ne permet pas l'affectation à l'élevage des fonds récoltés. Deuxième voie, utiliser la fiscalité générale, mais cette voie conduirait à faire payer aussi les non-consommateurs de produits animaux et pose des difficultés d'affectation à l'élevage. Enfin, troisième voie, créer une taxe d'assises, c'est-à-dire une taxe portant sur une quantité et non sur une valeur affectable au bien-être animal. Les montants proposés, 40 centimes d'euros par kilo de viande, 2 centimes d'euros par kilo de lait, 15 centimes par kilo de fromage, généreraient 3,6 milliards d'euros par an, ce qui couvrirait les besoins calculés. Le ministère de l'Agriculture a lancé une étude de faisabilité et d'impact pour cette option. Contrairement à une augmentation de la TVA, la taxe d'assises n'augmente pas l'écart de prix entre produits standards et produits biologiques. Elle est perçue au niveau du consommateur final pour taxer produits nationaux et importés et son coût pour un consommateur moyen est évalué à 35 € par an. Voie complémentaire, subventionner davantage les investissements. Par la politique agricole commune, au travers du deuxième pilier, en particulier les mesures 4, investissement physique, et 14, bien-être animal, mais aussi des fonds de garantie ou de prêt, des bonifications d'intérêt. La mesure 14 soutient les actions volontaires des agriculteurs en faveur du bien-être animal, allant au-delà des normes obligatoires, avec un engagement de paiement de 1 à 7 ans. Les actions éligibles sont l'amélioration des conditions de logement, espace, litière, lumière naturelle, la fourniture d'un accès extérieur, l'utilisation d'anesthésiants ou d'anti-inflammatoires lors des castrations, etc. La mesure consiste en une indemnisation partielle ou totale des coûts supplémentaires et pertes de revenus occasionnés par la pratique. En France, aucun programme de développement rural régional n'a déployé la mesure 14 sur son territoire. A contrario, des lenders allemands l'utilisent, par exemple pour l'arrêt de la coupe des queues depuis 2015, 5 € par porcelet, 16,50 € par porc charcutier, les truies libres en maternité ou la production sous label Fürmertierschutz, 9 et 14 € par porc produit pour les niveaux d'entrée et premium. Dans la prochaine PAC, sur 2021-2028,
Chaque pays devra proposer un écorégime à ses agriculteurs et y affecter au moins 20% de l'enveloppe du premier pilier. Autre source de financement, le plan de relance France Relance. Doté de 100 milliards d'euros, il a affecté 1,2 milliard à l'agriculture, dont 100 millions d'euros pour le pacte biosécurité bien-être animal en élevage. Bonjour, je vous propose de regarder quelle place le bien-être animal occupe dans la consommation des produits du porc. Tout d'abord, il va s'agir de voir comment le bien-être animal s'inscrit dans la tendance actuelle du manger moins pour manger mieux, puis d'aborder la part des signes de qualité concernant les produits du porc et enfin de voir de quelle manière les consommateurs perçoivent le bien-être animal au travers de l'étiquetage de l'offre. En quoi le bien-être animal s'inscrit dans la tendance du manger moins pour manger mieux? Depuis une dizaine d'années, le lien de causalité entre alimentation et santé s'est installé dans la perception du consommateur, et avec lui la notion du mieux manger. Selon l'ANSES, le bien manger est un besoin fondamental, c'est une réponse adaptée de l'alimentation pour le maintien d'une bonne santé. En ce sens, les politiques de santé publique ont multiplié les injonctions à bien manger auprès des consommateurs au travers de la mise en place du Nutri-Score, du programme national nutrition santé en restauration, et se sont intéressés avant tout à la composition des produits en termes de gras, de sel notamment. La crise de la Covid-19 a renforcé la prise de conscience d'une possible corrélation entre obésité et cas graves de coronavirus. Plusieurs pays, Royaume-Uni, Italie et France, souhaitent désormais s'intéresser plus particulièrement aux quantités consommées. En ce qui concerne le porc, la déconsommation est une tendance continue et durable avec, sur le périmètre de la consommation à domicile sur les 5 dernières années, un recul moyen en volume d'achat de 1,4% par an en charcuterie et de 4% par an en viande de porc. Cette tendance n'est qu'en partie seulement compensée par la consommation en restauration en domicile. Derrière ce manger moins, l'enquête des comportements et consommations alimentaires du Crédoc de 2019 montre qu'il s'agit à la fois d'un recul de la portion et une baisse de fréquence de consommation tant en charcuterie qu'en viande de porc. Alors, la portion des petits mangeurs se positionne à indice 90 en charcuterie et 80 en viande de porc, comparativement à la moyenne. Dans le même temps, les portions ont tendance à augmenter chez les gros mangeurs. Ces petits mangeurs ou flexitariens, qui sont-ils? Ils représentent environ un quart de la population et sont motivés par l'attention portée à leur santé, par des considérations éthiques de bien-être animal et d'environnement. Alors, cette volonté des consommateurs de mieux manger se traduit-elle dans les chiffres? Les volumes commercialisés en 2019 montrent que les signes de qualité tout confondus représentent moins de 10%. Le label rouge, premier signe de qualité, pèse 3% des volumes et est stable. Les IGP et AOP environ 1%. Les autres signes de qualité, parmi lesquels les appellations sans antibiotiques, sans OGM, en lien avec le bien-être animal, représenteraient environ 1%. Quant aux produits bio, leur consommation progresse pour atteindre 2%, mais elle est freinée par une diffusion principalement portée par le jambon cuit. Pour expliquer cette part relativement faible, il faut regarder quels sont les arbitrages du consommateur au moment de l'achat. Alors il est en permanence tiraillé entre une approche rationnelle et de motivation santé, avec le choix de produits bons pour lui, bons pour ses proches et par extension bons pour la planète, et d'autre part une approche plus émotionnelle, orientée plaisir, à la recherche de réconfort et de convivialité, où le consommateur en fait se lâche. Dans le premier cas, on va retrouver le choix de produits perçus comme peu transformés, pratiques et équilibrés, tels que le jambon cuit, le bacon, pour des déjeuners ou dîners, et on peut illustrer le second cas par l'achat de saucissons secs en tant qu'offre apéritive à partager. Avec la montée du digital et des applications, les consommateurs privilégient les achats sur liste et comparent les prix. Donc pour les produits du porc en particulier, la dimension prix est particulièrement importante. En effet, si on analyse en bas à gauche du slide la répartition des volumes d'achat selon le pouvoir d'achat, on peut se rendre compte que la part des consommateurs modestes ou de moyenne inférieure
est plus importante en charcuterie avec 61% par rapport à une part de 55% pour l'ensemble des produits de grande consommation, soit un écart de 6 points. À court terme, dans le contexte économique, la volonté des consommateurs de manger mieux pourrait se heurter à leur crainte d'une baisse de pouvoir d'achat et renforcer le poids du prix dans les arbitrages. D'ailleurs, selon Kantar, la part des offres à valeur autour du mieux manger a chuté de 1,4 point entre janvier et septembre 2020. Dernier point, comment les consommateurs perçoivent le bien-être animal au travers de l'offre. Une enquête Kantar montre que 80% des consommateurs déclarent avoir perçu que des actions ont été conduites par les éleveurs en matière de bien-être animal depuis 2 ans. Pourtant, lorsque l'on regarde l'offre en rayon, il n'existe pas de marché bien-être animal. Vu du consommateur, celui-ci s'exprime sous des formes très différentes d'une catégorie de produits à l'autre, au travers de mentions telles que pâturage pour le lait, surface de parcours pour les œufs, sans antibiotiques dès la naissance ou sans OGM en porc. Par ailleurs, les mentions autour du bien-être animal sont presque toujours associées à d'autres mentions de qualité produit. Cependant, cette surenchère qui ne facilite pas le repérage en particulier des consommateurs flexitariens, évoqués plus haut, justement plus sensibles au bien-être animal. En effet, si l'on parle beaucoup de transparence, en fait, le consommateur ne veut pas tout savoir des caractéristiques techniques du produit. Plus d'un consommateur sur 2 déclare privilégier les offres des marques qui s'engagent par des actions qu'il comprend pour lui permettre de s'engager lui-même et aligner sa consommation avec ses choix sociétaux. Ce qui signifie qu'en parallèle de ce développement d'offres qualitatives, le bien-être animal est conduit à s'inscrire de plus en plus dans la politique de responsabilité sociétale des entreprises. Dans le monde, ce sont 60% des plus grandes entreprises de l'agroalimentaire qui disposent désormais de politiques dédiées au bien-être des animaux d'élevage. Je vous remercie. En conclusion, le mouvement de montée en gamme est enclenché dans un certain nombre de pays, dont la France, que ce soit par des normes réglementaires ou les cahiers des charges privés. L'élevage de porcs en bâtiment amélioré sera le standard de demain. Différentes modalités de financement, des besoins d'investissement et des coûts supplémentaires de production sont possibles entre augmentation des prix à la consommation et aide à l'investissement. Reste à la filière porcine française et au pouvoir public de choisir là où les voies qui leur semblent les plus pertinentes. Augmenter les prix à la consommation nécessitera des campagnes de communication à l'intention des consommateurs pour les sensibiliser et les informer sur le contenu des labels et la recomposition de leur panier alimentaire. Certains économistes envisagent aussi une politique publique redistributive offrant aux consommateurs des revenus additionnels sur leur alimentation, à l'instar des coupons américains. Bien sûr, la remontée de la valeur vers les producteurs passera par la contractualisation des plus-values ou l'affectation des fonds récoltés à un fonds dédié à la transformation de l'élevage. Cette montée en gamme devra s'accompagner de mesures destinées à limiter les distorsions de concurrence intra-Union européenne par des réglementations communes et par rapport aux pays tiers avec des taxes à l'importation, même si ce n'est pas la tendance. Enfin, elle devra être progressive pour limiter les risques d'abandon de la production par les petits élevages, ce qui accélérerait la concentration structurelle, d'augmentation des importations de porcelets, de viande en provenance de pays moins-disants ou moins zélés, et d'accentuation de la baisse de la consommation. Je vous remercie de votre attention.